Merci à tout le monde d'être venu, tous les amis. Je vais vous parler tout à l'heure de complexité algorithmique, je vous dirai ce que c'est un peu plus en détail bien sûr, et puis de l'application de la complexité algorithmique à la psychologie, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus depuis quelques années. En fait, l'histoire que je vais vous raconter, là, ça a dû commencer un peu avant 2012, parce que 2012, c'est la date où je me suis dit, ça fait trop longtemps que j'attends, il faut absolument que je passe l'HDR avant 2014, donc c'était la date limite que je m'étais fixée. Donc j'ai un tout petit peu de retard, mais entre 2014 et 2017, tout s'est bien passé, donc j'ai plus de choses à raconter du coup, ça c'est bien. Mais en 2012, donc quand j'ai décidé de passer l'HDR en 2014 au plus tard, on avait déjà commencé à avancer un petit peu sur la complexité algorithmique avec Jean-Paul, sur une idée de Jean-Paul Delahaye et Hector Zenil, essentiellement. Et on travaillait sur la complexité algorithmique, dont je vous dis tout à l'heure plus précisément ce que c'est, mais vous pouvez, pour l'instant, imaginer ça comme une mesure simplement mathématique de ce qu'on appelle d'habitude la complexité. Donc complexe, ça veut dire difficile à appréhender, sans régularité, des choses comme ça. Voilà. Et on travaillait dessus parce que la complexité algorithmique a beaucoup de qualités. C'est une mesure universelle, mathématiquement solide et tout ça, et a un énorme défaut qui est qu'on ne peut pas la calculer. C'est quand même assez embêtant. Et on a réussi, grâce à Jean-Paul et Hector, donc on a réussi à développer une méthode d'estimation de la complexité algorithmique beaucoup mieux, pense-t-on, que les méthodes qui existaient jusqu'ici et qui étaient assez rudimentaires par rapport à la définition de la complexité algorithmique. Et moi, quand je suis arrivé dans l'histoire, au début, c'était une histoire d'informatique théorique, de mathématiciens, sur un domaine en plus que je ne maîtrise pas du tout du point de vue mathématique. Mais je me suis dit assez vite que ça pouvait avoir un grand intérêt pour la psychologie. Donc ce qui m'intéresse vraiment, et ce qui m'intéressait depuis, c'est l'application de la complexité algorithmique grâce à cette méthode d'estimation qu'on a développée. Donc ces applications à différents champs de la psychologie. Et puis vous allez voir que ça a été appliqué vraiment à des champs assez divers, puisque ça a permis de parler de théorie du complot, de neuropsychologie, de mémoire. Et ça peut peut-être même avoir un lien avec l'intelligence, on espère, et ce n'est pas encore bien démontré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de vous faire mon parcours, une sorte de présentation pour que vous ayez le contexte, de vous faire mon parcours en 120 ou 180 secondes peut-être. Après, je commence après le bac, je ne vais pas revenir au CP, après des classes préparatoires aux grandes écoles, j'ai intégré l'École normale supérieure de Lyon, j'ai fait des mathématiques jusqu'à l'agrégation, et le magistère, c'est un diplôme spécifique de l'ENS, mais ça correspond à peu près à un master. Voilà. En parallèle de ces études de mathématiques, j'ai aussi étudié la psychologie à Paris 8, avec un cursus complet de psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Et puis les sciences cognitives à l'EHESS. À l'époque, ça s'appelait DEA de sciences cognitives, et c'est maintenant le célèbre Cogmaster, où aurait mis les pieds Idriss Aberkane, par exemple. Ensuite, j'ai enseigné en psychologie à Metz pendant quelques années, essentiellement des statistiques, méthodologie, un petit peu de psychologie cognitive aussi. Depuis 7 ans à peu près, j'enseigne en SP, donc au début ça s'est appelé IUFM quand je suis arrivé, puis Université d'Artois, puis SP, ça change de nom régulièrement, mais c'est à peu près toujours la même chose. Et donc j'enseigne à des futurs professeurs des écoles, et je suis censé leur expliquer comment enseigner les mathématiques à des enfants. Voilà, et les préparer au concours. Donc j'enseigne essentiellement des mathématiques, mais j'ai aussi proposé des séminaires de psychologie sur la cognition mathématique, donc pour ceux qui étaient intéressés. Et pour vous dire aussi que j'ai toujours été à la fois en psycho et en mathématiques. J'ai aussi pendant très longtemps, mais ça j'ai arrêté il y a un petit moment quand même, j'ai donné des cols, donc des interrogations orales en classe préparatoire, dans tout plein de lycées, dont Louis le Grand. Voilà. Ce que certains pensent être un défaut à l'université, je m'intéresse beaucoup à la diffusion scientifique, donc je publie pas mal d'articles dans des revues de diffusion scientifique, je donne des conférences ici, et puis j'écris des livres aussi, dont certains sont en rapport avec la complexité, donc par exemple Culturomique, qu'on a écrit avec Jean-Paul, ce qui fait que du coup il ne peut pas être président du jury parce qu'on a écrit trop de choses ensemble. Voilà, ça parle aussi de complexité, et c'était un livre grand public. Voilà, pour ce qui est des recherches, j'ai 3 thèmes de recherche en ce moment, on va dire, qui m'intéressent. Le moins important peut-être dans le temps que j'y consacre en tout cas, c'est l'étude du haut potentiel, c'est-à-dire des enfants précoces, surdoués, ceux qui ont un QI supérieur à 130,
Et ça, je m'y intéresse essentiellement pour des raisons extérieures à la science, parce que je me suis rendu compte qu'en étudiant la question, en faisant une sorte de synthèse de la littérature, je me suis aperçu qu'il y a un décalage complet entre ce que disent les scientifiques sur le haut potentiel et puis ce qu'on lit dans les journaux, dans les livres et ce qu'on voit à la télévision. Et donc simplement, j'essaye d'avoir des preuves nouvelles, s'il y a besoin, pour essayer de convaincre. Donc ça, c'est plutôt dans l'esprit lien science-société, pour montrer que ce qu'on raconte sur les surdoués, et en gros, pour le dire en 2 mots, on raconte que être surdoué, avoir un QI supérieur à 130, c'est un énorme inconvénient, et quasiment, certains disent un handicap. C'est pas du tout ce qu'on trouve dans la littérature scientifique. Donc voilà, ça c'est un thème pas le plus important. Le deuxième plus important, en temps que j'y consacre, c'est celui qui est complètement à droite ici, c'est l'enseignement à l'esprit critique. Ce qu'on a lancé ici avec plusieurs collègues, c'est l'idée d'étudier l'efficacité des méthodes qui sont utilisées dans les écoles, les collèges et les lycées pour développer l'esprit critique, qui est maintenant phare, je ne sais pas exactement, c'est devenu très important en tout cas pour l'éducation nationale. On en parle beaucoup, on fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas testé scientifiquement, donc nous on essaye de faire ça, de tester ça scientifiquement. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup mais qui commence à peine. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est la complexité qui se trouve au milieu, à laquelle j'ai dédié la plus grosse partie de mon temps depuis 10 ans, je pense. Voilà, j'ai travaillé sur la complexité avec plein de gens un peu partout en Europe. Voilà, je ne suis pas très international en dehors de l'Europe, mais voilà, vous avez quelques exemples de gens avec qui j'ai travaillé sur la complexité, sur des thèmes assez divers. Donc juste pour vous dire, mais ça apparaîtra après peut-être de manière plus évidente, mais avec Vera Kempe, par exemple, on a travaillé sur l'évolution des langues. Enfin, l'idée, c'est d'étudier, même si c'est un petit peu loin de tout ça, mais c'est d'étudier comment les langues évoluent. Et puis avec Sébastien Diguez, on a travaillé sur l'adhésion aux théories du complot. Donc des choses complètement différentes qui à chaque fois utilisent la complexité. Quand même, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est que la complexité algorithmique, puisque c'est de ça que je vais vous parler plus tard, mais comme ce qui m'intéresse vraiment, c'est son application à la psychologie, je vais être assez peut-être évasif, et j'espère que je n'aurai pas de questions trop techniques après. Mais on peut comprendre l'idée de la complexité algorithmique en partant de cette question, qu'est-ce qu'une suite aléatoire? Alors on peut imaginer une suite infinie, soit de pile ou de face, soit de nombres entre 1 et 6 qui pourraient être des lancers de dés. Et la question c'est, voilà, on a une suite devant nous, on se demande est-ce qu'elle est aléatoire ou pas aléatoire? Et il y a eu beaucoup de tentatives pour définir une suite aléatoire par les mathématiciens tout au long du XXe siècle. Et ce qui semble ressortir et être plus ou moins consensuel maintenant, c'est cette idée qu'une suite est aléatoire, pour le dire de façon très vulgarisée, si elle est complexe. Voilà. Et complexe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une façon de le voir, et puis on va voir qu'il y a d'autres manières assez équivalentes, c'est de dire qu'une suite est complexe si elle est difficile à décrire. Voilà. Et sur des exemples caricaturaux, c'est assez évident. Si vous avez des pile ou face, par exemple, et que vous avez pile face, pile face, pile face, pile face qui se répètent 10 000 fois, je peux décrire la suite en disant c'est pile face qui se répète 10 000 fois. Voilà. Donc je l'ai décrite de manière très brève. Une vraie suite aléatoire où il n'y a aucune régularité, où on ne voit absolument rien, je ne vais pas pouvoir la décrire exactement autrement qu'en disant toute la suite. Donc si elle est longue, ça prend du temps. Et c'est l'idée donc de complexité. Elle est complexe parce que je ne peux pas la décrire en quelques mots. Alors plutôt que, si on essaie de formaliser un tout petit peu cette idée, plutôt que d'écrire, même si décrire la longueur de la description d'une suite comme mesure de sa complexité, c'est aussi une idée mathématique qui est utilisée. Mais dans le cadre de la complexité algorithmique, on va plutôt parler de production. C'est-à-dire, je vais dire une suite est complexe si elle est difficile, je précise après ce que je veux dire par là, difficile à produire. Et difficile à produire, ça veut dire que le plus court programme informatique qui permet de produire la suite est à peu près aussi long que la suite. L'idée, c'est qu'une suite vraiment aléatoire, avec beaucoup de symboles, pour l'écrire exactement avec un programme, comme il n'y a aucune régularité, on va être obligé de dire au programme « écris telle suite ». Et donc dans le programme, il y a toute la suite écrite, ce qui fait que le programme est aussi long que la suite. Au contraire, donc les pile-face, vous pouvez imaginer facilement une boucle qui permet d'écrire pile-face 10 000 fois de suite, et qui est beaucoup moins longue que la suite elle-même. Voilà, ça c'est la base de l'idée de complexité, parce qu'ensuite on peut dire, par définition, la complexité d'une suite, c'est la longueur du plus court programme qui permet de la produire. Donc vous voyez que ça correspond un peu à l'idée. S'il y a une régularité, quelque chose qui fait qu'on va pouvoir le décrire
si on peut le décrire, on peut aussi le produire assez facilement. Donc voilà, ça c'est la mesure de complexité qu'on a dans la théorie algorithmique d'information. Et c'est lié à un autre thème très important dans les applications psycho en tout cas, c'est ce qu'on appelle la probabilité algorithmique. Alors, je dis en un mot, probabilité algorithmique, c'est quoi? C'est la probabilité que la suite apparaisse à partir d'un programme qu'on a choisi aléatoirement. Donc on pourrait imaginer, c'est un peu vulgarisé, mais c'est ça l'idée, on imagine qu'on écrit des symboles sur un ordinateur, ça fait un programme, et on lance le programme. Des fois il ne se passe rien, des fois le programme ne s'arrête jamais, et de temps en temps il écrit quelque chose et il s'arrête. Quand il écrit quelque chose et qu'il s'arrête, ce qu'il écrit est parfois probable et parfois pas probable. C'est-à-dire on aura plus souvent 0, par exemple juste 0 et puis le programme s'arrête. On peut imaginer assez facilement que ça arrive plus souvent qu'un programme qui va écrire les 10 000 premières décimales de pi, par exemple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que 0, c'est plus probable, au sens de la probabilité algorithmique. Et il y a un lien entre les deux, vous avez compris, 0 c'est plus simple, ou 0,1, 0,1 c'est plus simple que les premières décimales de pi, et les premières décimales de pi c'est plus simple encore qu'une vraie suite aléatoire. Mais il y a un lien entre la probabilité algorithmique et la complexité algorithmique, et je vous en parle parce que c'est comme ça qu'on peut estimer, nous, la complexité. Ce lien, c'est, sans donner de formule, ça dit simplement, mathématiquement, que les suites les plus probables sont aussi les plus simples. Voilà. Donc 0, c'est plus probable qu'une autre suite aléatoire fixée, par exemple. Voilà, et c'est ça qu'on a utilisé, nous, pour donner une nouvelle estimation de la complexité algorithmique. Donc on est passé par la probabilité algorithmique, et en gros, ce qu'on a fait, c'est faire tourner des dizaines de milliards de programmes et regarder ce qui sort. Et on a pu comme ça voir une probabilité, une estimation de la probabilité, parce qu'on n'en a fait que 10 milliards, il pourrait y en avoir beaucoup plus, de la probabilité algorithmique, dont on a pu déduire, grâce à la formule qui relie probabilité et complexité, une estimation donc, de la complexité algorithmique. Voilà. Donc à partir de maintenant, si vous n'aimez pas toutes ces choses un peu techniques, vous pouvez juste retenir que complexité algorithmique, en gros, ça veut dire complexité au sens courant, mais c'est un vrai sens mathématique. Et probabilité algorithmique, ça vous dit si quelque chose est probable, ce qui veut dire simple, ou improbable, ce qui veut dire complexe. Alors quel est le lien là-dedans avec la psychologie? Parce que là, on a l'impression que c'est un problème purement mathématique ou informatique. Et en fait, ça fait très longtemps que des psychologues parlent de complexité, sans savoir le mesurer, sans toujours parler de complexité algorithmique, mais ça fait au moins 20 ans qu'ils disent ce qu'il faudrait utiliser dans ces histoires-là, c'est la complexité algorithmique. Malheureusement, on ne peut pas la calculer. Voilà, ça c'était Nick Chater, il y a à peu près 20 ans, qui disait ça. Mais bien avant déjà, des psychologues ont parlé de complexité, et dans plein de domaines. Mais pour vous donner juste un exemple, la perception, par exemple quand on voit quelque chose, quand on voit une scène, ce qu'on a l'impression de voir comme si c'était des données brutes qui viennent du monde, en fait c'est déjà une interprétation du monde. On s'en rend compte avec, par exemple, les illusions d'optique, ou simplement les figures qu'on peut faire basculer, comme ce cube-là qu'on peut voir soit sortant, soit rentrant, juste en se concentrant. On voit que c'est deux interprétations d'un dessin, deux interprétations possibles. Et en général, les interprétations, il y en a plein, tout le temps, et notre cerveau choisit des interprétations. Et il y a une sorte de guerre entre deux camps, disons, à une époque. Ceux qui disaient, en fait, ce que choisit le cerveau, c'est, parmi toutes les interprétations, la plus simple, donc une sorte de rasoir d'Occam, et ceux qui disaient, c'est parmi toutes les interprétations la plus probable. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a un lien entre probable et simple, ce qui est vachement pratique avec la complexité algorithmique, et effectivement, on peut du coup relier les deux. Donc voilà, dès la perception déjà, juste la perception visuelle, il était déjà question de complexité, et je vous dis, au fil des ans, les psychologues ont pas mal parlé, de plus en plus peut-être, de complexité algorithmique, en disant c'est ça qu'il faudra utiliser, dommage qu'on ne puisse pas. Voilà, maintenant je vais vous passer en revue quelques thèmes qu'on a abordés, où la complexité algorithmique a eu un intérêt, en commençant par peut-être le plus évident, qui est la perception du hasard. Donc comment on a l'impression que certains événements sont aléatoires et d'autres pas, et peut-être que là vous faites le lien directement avec les théories du complot, au moins pour Anthony. Et ça a été étudié, la perception du hasard, ça a été étudié notamment parce qu'on suppose que peut-être, si on a une perception biaisée du hasard, qu'on a l'impression que certaines choses ne peuvent pas être du hasard alors qu'en fait elles le peuvent très bien, ça pourrait expliquer pourquoi on a des croyances irrationnelles, pourquoi on croit aux théories du complot,
des choses qu'on utilise maintenant, mais des croyances irrationnelles autres, croyances au paranormal par exemple, des choses comme ça. Et on va voir des exemples tout à l'heure. Alors je vais faire très vite, mais en gros, l'idée qui est exprimée ici par la formule de Bayes, c'est que quand on perçoit une suite, donc j'imagine une suite de symboles, que j'appelle S ici, donc sur ce dessin-là, vous voyez, le S, ça correspond à une suite, voilà, ça peut être de pile ou face, ou peu importe. Voilà, quand on voit une suite, et qu'on nous demande est-ce que cette suite est due au hasard ou pas, et donc on devrait normalement estimer la probabilité de la suite, même quand la question est posée comme ça, donc je vais le faire plutôt encore plus simple. On vous montre une suite de pile ou face, et on vous demande est-ce que cette suite est probable ou pas. Par exemple, est-ce que, si j'en mets deux, est-ce que pile, 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 c'est plus probable que pile, face, face, pile, face. Voilà. Vous savez, si vous avez suivi les cours de proba, que en fait les deux sont aussi probables. Mais on a, même quand on le sait, on a quand même le sentiment que la deuxième a plus l'air aléatoire que la première. Donc on a une perception faussée du hasard. Du moins c'était interprété comme ça du temps de Kahneman et Tversky. On disait il y a des biais, il y a des heuristiques, et tout ça, ça fait qu'on est mauvais en proba, on ne sait pas estimer les probas. En fait, on peut donner un sens rationnel, grâce à la complexité algorithmique, à cette perception étrange et décalée par rapport au proba de la probabilité d'une suite. Et voilà l'explication qu'on propose, enfin, c'est pas nous qui l'avons proposé, ça existe depuis un moment. L'explication proposée, c'est qu'en fait, quand on nous demande quelle est la probabilité de cette suite, nous, ce qu'on estime vraiment, ce n'est pas la probabilité de la suite, c'est une sorte de probabilité à l'envers. C'est la probabilité que la suite ait été produite par un processus aléatoire. Voilà, donc je reprends la formule. Ici, S, c'est la suite qu'on considère. D, ça veut dire déterministe. Et donc c'est l'événement correspondant au fait que la suite a été produite par quelque chose, mais qui n'est pas le hasard. Mais on ne sait pas quoi. Et R, ça veut dire, R comme random, ça veut dire aléatoire. Et donc ça, c'est l'événement correspondant au fait que la suite a été vraiment produite par hasard. Voilà. Alors quand on demande quelle est la probabilité de cette suite, voilà, je me demande est-ce que c'est probable ou pas, si je lance 5 fois une pièce, d'obtenir 5 fois pile. Normalement, la question c'est ça, c'est quelle est la probabilité de la suite, sachant qu'elle a été produite par hasard. Et ce que disent les bayésiens, donc, c'est que, en fait, nous on calcule plus ou moins la probabilité réciproque, qui est la probabilité que la suite a été produite par hasard, sachant qu'elle est par exemple pile, 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 pile. La formule de Bayes, ça nous donne ça. Donc le P de R sachant S, c'est la probabilité que la suite a été produite par hasard, sachant que c'est cette suite-là. Donc ça, c'est ce qu'on estime, parce que les bayésiens disent qu'on estime, on ne sait pas trop comment, et c'est ce qu'on a appelé, nous, le vrai hasard. Donc dans la suite, si je parle de vrai hasard, c'est ça. Et donc ce vrai hasard, qui est en fait le hasard subjectif, on peut l'exprimer de la manière qu'il y a ici. Et dans cette formule, il y a un seul élément problématique, parce que ça, c'est la probabilité classique de la suite. Ouais, ça, il n'y a aucun problème. Si c'est un pile ou face et qu'il y en a 5, c'est 1 sur 2 puissance 5. Le P de R, probabilité a priori que le processus soit aléatoire, bon, ça on peut toujours discuter, mais en général, par défaut, on dit que c'est un demi, donc on ne sait pas, soit c'est aléatoire, ça c'est pas aléatoire, c'est les probabilités a priori, d'accord ? Et le P de D ici, c'est forcément 1 moins P de R. Donc P de R, en général, c'est fixé à 1,5, P de D aussi, et P de S, sachant R, c'est facile à calculer. Du coup, il reste un seul élément, c'est celui-ci. Et là-dessus, beaucoup d'auteurs ont achoppé en disant, voilà, le problème, c'est que la probabilité d'une suite, sachant qu'elle n'a pas été produite par hasard, ça n'a juste aucun sens, parce que ça dépend comment elle a été produite. Mais nous, on peut quand même lui donner un sens maintenant, grâce à la probabilité algorithmique, parce que la probabilité d'une suite, sachant, c'est tout ce que je sais juste qu'elle n'a pas été produite par hasard, donc pour le dire autrement, elle a été produite par un algorithme, je ne sais pas lequel, pas un programme. Et bien cette probabilité, c'est à peu près ce qu'on a défini tout à l'heure comme probabilité algorithmique. Et donc comme on a une estimation de ça, du coup on peut calculer le vrai hasard, maintenant. Et quand on fait ça, ça explique pas mal de choses. Par exemple, vous savez qu'il y a ce qui était considéré comme un biais, qu'on appelait la loi des petits nombres. Alors, la loi des grands nombres, vous savez, c'est des pile ou face, c'est si vous lancez une pièce indéfiniment, à l'infini, à la limite, vous allez finir par avoir autant, en pourcentage, disons à peu près 50% de pile, 50% de face, ça tend vers ça en tout cas. Ce que Tversky et Kahneman ont appelé la loi des petits nombres, c'est une erreur
d'après eux, qu'on fait, qui consiste à penser que cette loi est valable même pour un petit nombre de tirages. Et que par exemple, si on tire 12 fois à pile ou face, on devrait avoir à peu près 6 piles et 6 faces. Alors qu'en fait, pas du tout, on peut avoir que des piles ou que des faces. Mais il y a quand même un peu plus de chances d'avoir un truc équilibré. Mais voilà, c'est pas tout à fait ça. Et alors ce que vous avez sur le graphique là explique pourquoi on peut penser qu'une suite aléatoire de 12 tirages pile ou face devrait avoir à peu près 6 piles et 6 faces. Parce qu'en réalité, ce que vous avez ici en abscisse, c'est le nombre de piles sur 12 tirages. Donc vous voyez par exemple, il y a juste un point là-bas qui correspond à 0, c'est quand il n'y a que des faces. Un qui correspond tout en bas à 12, quand il n'y a que des piles. Et ce que vous avez en ordonnée, donc plus c'est haut, plus c'est élevé, c'est ce que j'ai appelé le vrai hasard. Voilà, donc si on considère que le hasard subjectif, ça doit être le vrai hasard défini tout à l'heure avec Bayes, et que maintenant on peut estimer, ça c'est pas les résultats d'une expérience, on a pris toutes les suites possibles de 12 piles ou faces, et on a calculé le vrai hasard avec la formule de tout à l'heure, en utilisant la probabilité algorithmique pour P de S sachant D, donc le truc problématique. Voilà, et donc ce que vous voyez ici, c'est que effectivement, le vrai hasard est supérieur pour des suites qui sont à peu près équilibrées. Voilà, avec à peu près 6 piles, 6 faces. Donc ça donne une explication rationnelle, même si évidemment tout ça c'est basé sur une erreur, parce qu'on vous pose une question, vous répondez à une autre, mais si on accepte que en fait, c'est à l'autre question qu'on répond, du coup la loi des petits nombres devient tout à fait logique. Alors ces histoires-là, c'est pas seulement théorique, et c'est pas uniquement pour dire on perçoit le hasard comme ci ou comme ça, mais il y a aussi des applications pratiques. Je vous parlais tout à l'heure de croyances irrationnelles. Donc pour donner 2 exemples un peu amusants mais assez pratiques, Sheldrake, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est un biologiste de formation qui fait de la parapsychologie et qui veut démontrer, et il publie beaucoup d'expériences où il dit qu'il a démontré plein de choses extraordinaires. Par exemple, il pense avoir démontré qu'on sait si quelqu'un nous regarde quand il est derrière nous et qu'on ne peut pas le voir. Alors il y a un article qui est publié, je crois, très récemment, qui montre, je n'ai pas lu tout l'article, mais qui suggère qu'en fait, cette impression d'être observé, c'est pas absurde, c'est simplement qu'on perçoit effectivement des regards de manière inconsciente parce que c'est trop bref ou sur les côtés. Mais là, il s'agissait de percevoir un regard que quelqu'un nous porte dans la nuque par derrière qu'on ne peut absolument pas voir. Pour démontrer que c'était possible, Sheldrake a fait l'expérience suivante. Il y a une personne devant, observée, et une autre derrière, observateur, on va dire. Et régulièrement, celui qui est derrière choisit soit de regarder, soit de ne pas regarder la nuque de celui qui est devant. Et celui qui est devant devine si on le regarde ou si on ne le regarde pas. Et une fois qu'il a deviné, on lui dit s'il avait raison ou pas. Et on recommence comme ça l'expérience plein de fois. Et donc vous avez compris, évidemment, dans l'expérience de Sheldrake, ça donne un taux de réussite un peu supérieur à 50%, mais significativement. Et donc la conclusion, c'est qu'on arrive à deviner si quelqu'un nous voit dans le dos. Sauf que, quand on regarde les suites qui ont été produites, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas aléatoires, qu'il y a ce fameux biais d'alternance, par exemple, qui fait qu'après avoir regardé, on a tendance à ne pas regarder, on alterne plus qu'une vraie suite aléatoire. Ce qui s'explique rationnellement si on accepte que quand on perçoit le hasard, en fait on parle du vrai hasard, entre guillemets, de tout à l'heure, c'est-à-dire pas la même chose que ce qu'on appelle, ce qu'on voudrait d'après les probabilités. Mais donc les résultats de Sheldrake, pour finir sur cette histoire, s'expliquent par le fait que à la fois celui qui est derrière et qui observe et celui qui est devant ont une perception du hasard qui n'est pas conforme aux probabilités parce que probablement ça utilise donc la formule de Bayes, on va dire comme ça. Voilà, il y a eu quelque chose d'équivalent bien avant cette histoire de sensation d'être observé, encore une expérience de parapsychologie pour essayer de démontrer la télépathie. C'est la fondation Radio Zénith qui avait lancé ça. Donc c'était vraiment une grande base de données, c'était du big data dans les années 40, même avant, les années 30, pardon. Des télépathes à la radio se concentraient sur une suite de 5 éléments binaires, ça pouvait être, on va dire, pile ou face, ça revient même, et les auditeurs devaient se concentrer pour recevoir le message mentalement et envoyer leur réponse à la radio. Voilà. Et comme il y avait vraiment un gros échantillon, on a pu trouver un résultat significatif, là encore, c'est-à-dire que les gens trouvaient plus souvent la bonne suite que s'ils avaient répondu vraiment au hasard, mais encore une fois, ça s'explique par ce qu'on a vu tout à l'heure, et par le fait que, du fait qu'on ne suit pas vraiment les lois de probabilité, mais qu'on utilise, disons, le vrai hasard,
eh ben, les télépathes, entre guillemets, comme les auditeurs, avaient tendance à privilégier certaines suites, celles qui ont la plus grande complexité. Voilà. Et donc, par exemple, ils disaient trop peu souvent pile, 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 et trop souvent pile, face, face, pile, face, voilà, qui a l'air plus complexe. Voilà, la perception du hasard, ça, je l'ai suggéré tout à l'heure, ça a aussi été suggéré comme explication de l'adhésion aux théories du complot. C'est-à-dire qu'une idée, c'était que, puisque les gens qui croient aux théories du complot sont toujours en train de les défendre, souvent en train de les défendre en disant il y a quand même des coïncidences étranges, ça ne peut pas être du hasard, des choses comme ça, voilà, comme par hasard qui est ici, on s'est dit peut-être que certains sociologues se sont dit peut-être qu'en fait, si certaines personnes croient particulièrement aux théories du complot, c'est parce qu'elles ont une vision un peu déformée du hasard, un peu différente des autres. Et ça, du coup, maintenant on peut le tester, c'est ce qu'on a fait, donc on l'a testé. Et ce qu'on a trouvé, c'est un résultat négatif, 3 fois. On a fait 3 expériences pour essayer de démontrer que ceux qui croient beaucoup aux théories du complot ont une moins bonne perception du hasard, et ça n'a pas fonctionné, mais ça donne un résultat quand même qui nous a intéressés en tout cas. Voilà, et ce qu'on a trouvé, donc, c'est que qu'on croit aux théories du complot ou qu'on n'y croit pas, on perçoit le hasard de la même manière, d'une part, et deuxième résultat en bonus, qui est représenté par le graphique ici, c'est que la perception que les gens ont du hasard correspond assez bien à ce que j'ai appelé le vrai hasard tout à l'heure. Donc ça confirme un peu la théorie de tout à l'heure. Ce qu'on voit ici, et alors on peut aussi discuter sur le fait que, donc je vais vous expliquer peut-être parce que c'est pas forcément clair, pardon, le graphique qui est ici, chaque point correspond à une suite, et pour chaque suite on a en abscisse donc le vrai hasard, et en ordonnée le hasard subjectif qu'on a obtenu en demandant à pas mal de gens, est-ce que d'après vous cette suite est aléatoire ou pas? Et puis sur une échelle, et puis on fait la moyenne. Plus les gens disent que c'est aléatoire, plus c'est haut, et plus ils disent que c'est pas aléatoire, plus c'est bas. Donc vous imaginez quand vous avez une suite avec que des piles, les gens trouvent que c'est pas aléatoire, et pour le vrai hasard c'est aussi assez bas, donc on se retrouve par là-bas. Et puis il y en a d'autres qui sont plus complexes, et voilà ce qu'on obtient. Donc une bonne corrélation entre les deux, avec des points qui s'écartent quand même de la ligne, et qui sont sûrement intéressants, mais je ne les ai pas encore étudiés en détail. Ça, je pense qu'on pourra en discuter après. Voilà, pendant les questions. Alors, comment on fait pour... Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, un des gros inconvénients de la complexité algorithmique ou de la probabilité algorithmique, c'est qu'on ne peut pas la calculer. Et ensuite, je vous ai dit, en fait, on utilise en gros la complexité algorithmique. Si on ne peut pas le calculer, comment fait le cerveau pour avoir une idée de ce que c'est que la complexité algorithmique? Comment on peut expliquer cette corrélation? Une hypothèse qui a été avancée par Su et Griffiths, c'est que, en fait, on apprend en quelque sorte par imprégnation, parce que ce qu'on voit dans le monde, on peut imaginer que le monde c'est une machine de Turing, donc un ordinateur qui fait tourner des algorithmes, et donc ce qu'on voit dans le monde a plus de chances d'arriver si c'est plus simple. Voilà, et pour tester ça, ils ont utilisé une méthode assez étrange peut-être, mais qui a bien fonctionné. Ils ont cherché plein d'images, nous on les a pris sur Internet, ils ont pris des bases de données, mais on a retrouvé la même chose qu'eux. Donc plein d'images qu'ils ont binarisées, on a mis en noir et blanc avec que des pixels noir et blanc, et puis ils ont extrait des petites matrices, comme vous avez ici, des grilles de 4 points sur 4, et donc ça correspond à des suites binaires en quelque sorte. Et puis ils ont demandé à des gens, est-ce que ça, d'après vous, c'est aléatoire ou pas? Vous voyez que celui qui est tout en haut à gauche, il n'a pas l'air aléatoire, on dirait que ça a été fait exprès, et puis par contre celui qui est au milieu a l'air un peu plus aléatoire. Voilà, et ça donne une mesure de hasard subjectif. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le hasard subjectif est très corrélé à ce qu'ils ont appelé les statistiques naturelles. Donc voilà, c'est ici. La corrélation est ici. Donc il y a une bonne corrélation entre les statistiques qu'on trouve comme ça et puis ce que pensent les gens. C'est-à-dire qu'on pense moins aléatoire les choses qui arrivent le plus souvent dans les photos. Et nous, on a fait, ça c'est une analyse de médiation, pour ceux qui connaissent, pour les autres c'est pas grave. Ce qu'on a simplement montré, c'est que cette explication peut en grande partie expliquer pourquoi on arrive à avoir une idée de la complexité qui correspond à la théorie de la complexité algorithmique. Un deuxième thème dont je vais vous parler, c'est la production du hasard. Donc là, on a parlé de la perception surtout, mais aussi la production. La production, c'est intéressant. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça un jour pendant un TD parce que j'avais pas d'idée pour illustrer un résultat statistique. Donc j'ai demandé à chacun d'écrire un mot et je leur ai dit de choisir au hasard soit oui, soit non. Ils devaient écrire soit oui, soit non. Et il y a eu 60% de oui. Et puis j'ai recommencé en disant soit non, soit oui. Il y avait encore à peu près 60% de oui. Et puis j'ai essayé avec d'autres choses, et puis c'était amusant, ça donnait des résultats comme ça assez robustes, en tout cas on a retrouvé plein de fois. Et du coup je me suis dit c'est intéressant parce que quand on demande aux gens de produire juste un événement aléatoire,
en fait, on voit ce qu'ils ont un peu dans la tête. Et par exemple, juste pour terminer avec cette histoire de oui ou non, vous savez que la prédominance du oui, ce qu'on appelle le biais de positivité, on le retrouve un peu partout. Et donc ce que j'ai fait après, une année après, pour illustrer un autre outil statistique, ça a été de faire la même chose, de faire par les étudiants pour avoir beaucoup de données, et un test de dépressivité. Et là, ce qu'on observe, c'est que plus les gens sont dépressifs, plus ils disent non, quand on leur demande vraiment de choisir au hasard, en essayant d'être aléatoire. Voilà, donc ça peut révéler des choses. Sinon, là, les événements, évidemment, les événements isolés, c'est pas en lien direct avec la complexité algorithmique qui est utilisée que pour les suites. Donc ensuite, maintenant, je vais vous parler plutôt de suites d'événements. Et ça, c'est utilisé, alors notamment c'est utilisé par un de mes collaborateurs récents, Peter Brugger, dont il y avait la photo tout à l'heure, mais vous avez peut-être pas eu le temps de voir, qui lui est psychiatre, et il utilise ça comme test frontal. C'est-à-dire il demande aux gens de produire une centaine de tirages de dés réalistes, c'est-à-dire qui paraissent aléatoires, et en étudiant ça, il arrive plus ou moins à détecter des choses, au moins au niveau de la population, sur le fonctionnement frontal. L'idée qui est derrière, c'est que pour produire une suite qui soit vraiment aléatoire, il faut être attentif et il faut avoir de bonnes capacités d'inhibition, parce que par exemple si c'est des tirets de dés, à chaque fois qu'on a dit 1, on a envie de dire 2. À chaque fois qu'on dit 2, on a envie de dire 3, donc il faut bloquer des fois ce truc-là, mais il ne faut pas le bloquer tout le temps non plus, parce que sinon ça fait une régularité supplémentaire. Donc voilà, il faut de la concentration, etc. Donc des choses de cognition de haut niveau, disons, et du coup, ces tâches de production aléatoire, c'est utilisé pour ça, pour mesurer le fonctionnement du lobe frontal. Alors, on suppose que les gens, quand on leur demande de faire une suite qui ait l'air aléatoire, essayent de maximiser la complexité, puisque c'est ça la théorie. Et là, j'ai essayé quelque chose, simplement. Qu'est-ce que ça ferait si, avec l'estimation qu'on a de la complexité, si on partait de deux... On n'a qu'à dire que blanc c'est pile et noir c'est face. Si on part de pile-pile, par exemple, et qu'on continue en mettant à chaque fois ce qui va maximiser la complexité, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est la première ligne qui est ici. C'est-à-dire pile-pile, ici, il faut mettre face, parce qu'avec notre estimation de la complexité algorithmique, on trouve que pile-pile-face, c'est plus complexe que pile-pile-pile. Ensuite, ensuite, le suivant, c'est à nouveau face, parce que, peut-être bizarrement, peut-être contre-intuitif, mais pile-pile-face-face, c'est plus complexe que pile-pile-face-pile, etc. Et quand on continue, on obtient ça. En partant de pile-face, on obtient ça. Et ce que vous avez en dessous, ici et là, ça correspond à l'inverse aux suites les plus simples. Donc celles qu'on ne dirait pas, en commençant donc soit par pile-pile, soit par pile-face. Alors je ne sais pas si c'est exactement ce que les gens donnent, je suppose que pas tout le temps, parce qu'ils ne donnent pas toujours la même chose, mais voilà, c'est ce qu'on devrait observer dans un monde parfaitement conforme à notre théorie en tout cas. Donc je vous ai dit, les tâches de production de hasard, c'est utilisé comme test frontal, donc pour mesurer le fonctionnement plus ou moins du lobe frontal. Et il n'y a pas de preuve directe en fait que c'est un bon test frontal. Voilà. Il y a des preuves indirectes, parce que, ou plutôt des preuves indirectes que produire du hasard correct, ça suppose attention, inhibition, etc. Il y a des preuves parce que quand on demande aux gens de se presser, ils font moins bien, donc ça veut dire que ce n'est pas complètement automatique, que dans certaines pathologies, comme Alzheimer par exemple, démence frontale, choses comme ça, on voit le niveau de complexité baisser aussi. Et puis il y a aussi l'effet de l'âge, qui est un argument indirect, mais jusque récemment, l'effet de l'âge en fait était étudié de manière assez rudimentaire avec deux petits groupes d'adultes, des jeunes adultes et des adultes plus âgés, et c'est tout, et on comparait les deux. Et nous, ce qu'on a fait, c'est faire passer une suite d'épreuves de production de hasard. Donc les gens devaient faire, par exemple, c'est sur ordinateur. Donc là, vous avez 4 exemples, mais il y en avait une 5e. Donc par exemple, il fallait produire une suite de 12 pile ou face, ça c'est ce qui est en haut à gauche ici, ou bien essayer de dessiner une grille qui soit le plus aléatoire possible avec des cases blanches et noires, ou bien des lancers de dés, etc. Voilà, tout variait. On a fait varier exprès, parce que ça a de nouveau par rapport à ce qui se fait, par exemple, ce que fait Peter Brugger à Zurich, c'est que nous, on demandait très peu de lancers, très peu de tirages, c'est 10, 12, alors que lui, il en utilise une centaine. Et habituellement, on en utilise une centaine, on en utilise au moins. On en utilise une centaine au moins parce qu'on n'a pas de bonne estimation de la complexité algorithmique, que donc on est obligé de passer par des choses un peu détournées, ou pour qu'une régularité se voie, il faut qu'il y ait pas mal d'éléments.
avec la complexité algorithmique, on peut faire beaucoup mieux. Donc on a fait ça, et on l'a fait passer à 3400 participants, je crois, à peu près, de 4 à 91 ans. Et je me presse juste un petit peu, mais voilà. Ici, c'est la complexité en fonction de l'âge, ce qu'on a obtenu. Alors évidemment, ça ne veut pas du tout dire qu'on peut l'utiliser en clinique, parce que, je ne sais pas si vous voyez qu'il y a des points jusqu'ici et jusque là-haut partout. Donc c'est-à-dire qu'il y a une énorme variabilité. Donc c'est sûr qu'on ne va pas trouver l'âge de quelqu'un en lui faisant juste produire une série de 10 pile ou face. Mais c'est intéressant parce que la courbe qu'on obtient ici correspond à des courbes de développement qu'on obtient aussi pour plein d'autres capacités, voilà, comme l'attention, etc. Voilà, donc c'était intéressant de ce point de vue-là. Et ça fait encore un argument indirect pour dire que les tâches de production de hasard sont peut-être des bonnes épreuves, des bons tests frontaux. Voilà. Un autre thème en psychologie où la complexité a été évoquée plein de fois au fil des décennies, c'est les préférences, notamment visuelles. Est-ce que vous préférez Mondrian, c'est plutôt simple, ou bien Pollock, c'est plutôt complexe, intuitivement comme ça. Et ça a été étudié donc souvent avec des scènes, des photos, des tableaux, et là c'est difficile de mesurer la complexité, et nous on ne peut pas utiliser la complexité algorithmique pour ça, parce qu'il nous faut une suite de symboles, donc il faut des choses assez simples. Donc ce n'est pas une bonne mesure pour ce genre de choses, mais ça a aussi été utilisé pour avoir un meilleur contrôle sur les différents facteurs qui peuvent jouer sur la préférence, sur des grilles comme ça, voilà. Et par exemple, récemment, donc Friedenberg et Libby ont publié un article où ils ont montré simplement des grilles comme ça à des gens, leur demandant lesquels ils préféraient, voilà, s'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas. Et ils ont conclu qu'on avait une préférence par la complexité. Alors pour ceux qui ont regardé un petit peu, la littérature est très hétérogène là-dessus. Des fois on dit c'est la complexité, on préfère ce qui est plus complexe, des fois ce qui est plus simple, des fois ce qui est moyennement complexe. Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris les mêmes données que les auteurs ici pour voir ce que ça donnait avec la complexité algorithmique. Et ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, probablement, si la littérature se contredit là-dessus, c'est parce qu'ils ont des mesures un peu détournées de complexité qui sont parfois, pas contradictoires, mais en tout cas indépendantes et qui peuvent varier séparément. Donc juste pour vous montrer comment Friedenberg et Libby mesuraient la complexité, ils ont utilisé plusieurs indices. Par exemple, la longueur du tour. Donc eux, ils avaient demandé aux participants de considérer les cases blanches comme le fond et les cases noires comme le dessin. Voilà, et une mesure de complexité d'un dessin, c'est ça, c'est la longueur du pourtour, qui est ici. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus long. Là, ça doit être 20 à gauche et 64 à droite. Et intuitivement, ça correspond bien au fait que c'est plus complexe à droite. Mais d'un autre côté, vous pouvez voir que si vous avez autant de cases noires et blanches, vous faites un damier. C'est a priori pas très complexe, mais ça maximise le pourtour, puisque là, tous les traits y sont. Donc c'est pas non plus parfait. Voilà. Une autre mesure qu'ils ont utilisée, c'est le nombre de blocs. Alors, on fait des blocs comme ça. Là, je les ai mis en couleur pour qu'on les sépare, mais c'était tout noir. Mais voilà, quand vous avez ça fait un bloc, tout ça, ça fait un bloc, etc. Vous pouvez compter le nombre de blocs, et plus il y a de blocs, grosso modo, plus c'est complexe. Sauf que, encore une fois, le damier, ça fait beaucoup de blocs, alors que c'est pas complexe. Et autre chose qui est très souvent utilisée, et c'est tellement très souvent utilisé que beaucoup de gens refusent qu'on n'utilise pas ça et nous disent qu'on a tort quand on prétend que ce n'est pas la meilleure mesure, c'est l'entropie. Et le problème de l'entropie, c'est que, pour une suite, c'est que ça ne dépend que de la proportion, donc une suite binaire, je prends toujours pile ou face, ça ne dépend que de la proportion de pile et de face. Donc si c'est moitié-moitié, s'il y a autant de piles que de faces, alors vous allez conclure que la suite est complexe au centre de l'entropie. Donc par exemple celle-ci, voilà, c'est une alternance, pile-face, pile-face, pile-face. Elle a une entropie maximale, parce qu'elle est équilibrée. Celle-ci aussi, qui est plus complexe au sens de la complexité algorithmique. Et là, ce que vous avez sur ce dessin, c'est simplement des suites qui sont organisées donc, par entropie et puis par complexité avec notre estimation de la complexité algorithmique. Donc vous voyez que les suites de faible entropie, donc s'il n'y a que des piles évidemment, c'est simple à la fois pour l'entropie et pour la complexité algorithmique. Mais par contre, quand l'entropie est élevée, donc il y a autant de piles ou de faces, ça peut être très simple, comme ici, ou bien très complexe, au sens de la complexité algorithmique, comme celle qui est tout en haut. Voilà, du fait qu'en fait, ça ne mesure que le décalage entre les piles ou les faces, c'est vraiment une mesure d'un des facteurs qui peuvent jouer dans la perception de la complexité. Voilà, donc c'est ça qu'ont utilisé Friedenberg et Libby, là, dans leur
dans leurs travaux, et donc ils ont trouvé qu'on préfère des choses de plus grande entropie, avec plus de morceaux et puis des pourtours plus longs. Et nous, quand on l'a fait avec la complexité algorithmique, on n'a pas retrouvé ça. Voilà, donc notre conclusion, on a publié une réponse à ça, en disant que en fait, il y a une préférence pour certains types de complexité, mais pas pour la complexité algorithmique. Dans la mémoire aussi, c'est très important la complexité, à cause de cette histoire de compression. Donc je dis, qu'est-ce que c'est qu'une suite simple? C'est une suite qu'on peut produire avec un programme très court. Et un programme très court qui produit une suite, c'est une version compressée, c'est un zip, c'est une version réduite de la suite. Et donc il y a un lien entre la complexité et la possibilité de compresser une suite. D'accord ? En mémoire, à court terme, quand on vous donne des suites de symboles à rappeler tout de suite, vous savez presque tous qu'on en retient à peu près 7. Mais en fait, on en retient à peu près 7 quand les symboles à retenir, par exemple les lettres, sont sans lien, ou les chiffres, sont sans lien, sans régularité, etc. Mais dès qu'il y a une régularité, ça monte, et ça peut monter très haut. Si je vous dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous êtes tout à fait capable de retenir 12 éléments sans aucun problème. Pourquoi ? On suppose tout simplement parce que ce que vous avez en tête, ce n'est pas toute la suite que je viens de réciter, c'est les nombres de 1 jusqu'à 12. Vous avez compris qu'il fallait compter de 1 jusqu'à 12. Autrement dit, ce que vous avez en tête, c'est une version compressée. Et ça correspond à quoi ? Si on est parfaitement optimal, en fait, ce qu'on va retenir, ce n'est pas la suite, c'est la plus courte description, ou, ce qui revient même, la plus courte méthode qui permet de produire la suite, du genre compter de 1 jusqu'à 12. Voilà. Et donc ça fait un lien assez direct entre compression et complexité. Et donc pour tester ces idées-là, l'idée c'est qu'on compresse en mémoire à court terme les informations et que s'il y a des régularités, s'il y a moyen de voir la suite de manière réduite comme les nombres de 1 à 12, on le fait. Et si on est optimal, ce qui est impossible, mais si on est presque optimal, en tout cas, ce qu'on devrait observer, donc, c'est que la probabilité de rappel correcte d'une suite, ça dépend essentiellement de sa complexité et non pas de sa longueur. Voilà, et c'est ça qu'on a testé je passe très vite, mais dans une expérience qui ressemblait au jeu de Simon. Voilà, pour ceux qui se souviennent, un jeu avec 4 couleurs, et puis on a des suites de plus en plus longues qu'il faut répéter simplement. Voilà. Et alors parfois elles sont simples, parfois elles sont complexes, et quand on regarde ce qui se passe, on voit que la probabilité de rappel décroît comme ça avec la complexité, et quand on tient compte à la fois de la complexité et de la longueur de la suite, on voit que la complexité explique beaucoup mieux que la longueur. Voilà, parce qu'évidemment il y a un mélange entre les deux, puisque la complexité algorithmique, quand je vous dis c'est la longueur du plus court programme qui permet de produire la suite, on ne fait pas d'hypothèse sur la longueur de la suite au départ, donc on va pouvoir mesurer de la même manière une suite, la complexité d'une suite courte et d'une suite longue, et évidemment en moyenne plus les suites sont longues, plus elles sont complexes. Voilà. Donc là il y a un mélange des deux dans ce graphique, il y a aussi la longueur qui joue. Mais même quand on élimine l'effet de la longueur, on trouve un effet de la complexité. Juste un dernier thème, je crois, où la complexité est pas mal étudiée, et donc ça j'y ai travaillé un peu, je vous disais tout à l'heure avec Vera Kempe, qui elle s'intéresse à l'évolution des langues et, disons pour le dire comme ça, comment les grammaires peuvent apparaître. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on parle et qu'au fur et à mesure du temps, apparemment il y a des sortes de règles, de régularités qui apparaissent. Voilà. Et une hypothèse qui a été étudiée dans ce cadre-là et dans d'autres cadres, c'est que quand on transmet de l'information, il y a des changements, et que ces changements amènent à plus de simplicité ou à moins de complexité. Ça a été étudié vraiment de plusieurs manières. Là, vous avez un exemple de Tamaris et Kirby. Donc, vous voyez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est exactement pareil après, ces expériences. C'est le téléphone arabe, en fait. Donc, on montre le premier dessin qui est tout en haut, à droite, par exemple, noté 0, à un participant. Et puis, alors si vous regardez la ligne du haut, donc on l'a montré à un premier participant, ensuite on enlève le dessin, et le participant doit le reproduire, de mémoire. Et ça fait le dessin numéro 1. Le dessin numéro 1, on le montre à un deuxième participant, puis on l'enlève, et il doit le reproduire de mémoire, etc. Voilà. Donc vous n'avez pas tous les numéros, mais vous voyez ce que ça donne au bout de 22 itérations de ce principe de téléphone arabe. Quand on fait jouer la mémoire, ça donne ça, et quand il s'agit de recopier le dessin, on n'a pas la même chose ici. Donc là c'est la même chose, mais on a le dessin sous les yeux, et on doit le refaire. Donc là, on ne voit peut-être pas grand-chose. Ici, on a une impression de simplification assez dramatique, sans doute très difficile à mesurer avec la complexité algorithmique, parce que ce que je vois là sur cet exemple,
c'est plutôt qu'il y a du sens, en fait. C'est une lettre, quelque chose comme ça. Mais, donc là, c'est difficile parce que c'est un dessin, donc c'est difficile d'utiliser la complexité algorithmique. Mais dans des cas plus simples, donc par exemple avec des grilles, c'est des damiers. Vous voyez ici, pareil, vous regardez le damier qui est complètement à gauche, avec des jetons dessus. On peut faire la même chose, on montre ce damier avec les jetons, 12 jetons, à une première personne, 10 secondes, ensuite on enlève le damier, on donne un damier vierge, 12 jetons, il doit reproduire, et ainsi de suite. Et voilà ce qu'on obtient pour 2 exemples. Évidemment, c'est des exemples, mais quand on a fait les statistiques, on a confirmé qu'au niveau de la population, ça fait la même chose. C'est, vous voyez, une simplification, à la fois quand les participants sont des adultes et des enfants. Et ce qu'on avait trouvé, en l'occurrence, c'est que chez les enfants, la simplification arrivait plus vite. Voilà. Donc, je dis juste un tout petit mot sur mes projets futurs, dans ce qui concerne la recherche. En dehors de la complexité, ce qui m'intéresse vraiment beaucoup maintenant, c'est l'éducation à l'esprit critique. Parce que c'est quelque chose qui m'intéressait en dehors de la science depuis très longtemps. Et pour ce qui est de la complexité, il y a encore des questions vraiment intéressantes, à la fois en psychologie, mais surtout je vais donner juste un exemple, un peu en dehors de la psychologie, qui est sur peut-être les limites de la complexité algorithmique. Parce que vous avez compris que, en fait, avec cette définition de la complexité algorithmique, plus une suite est aléatoire, plus elle est complexe. Mais il y a un autre sens intuitif de la complexité, qui est que quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui a été pensé. Alors, complexe, ça peut être un plat de nouilles qu'on a jeté comme ça, et c'est mis n'importe comment. Ça, c'est la complexité algorithmique. Mais ça peut être aussi un circuit d'ordinateur. Mais ça, c'est pas de la complexité algorithmique. Je prends un autre exemple, les décimales de pi dont j'ai parlé tout à l'heure. Les décimales de pi, si on en prend des millions, la complexité algorithmique est faible, parce qu'il y a des programmes très courts qui permettent de produire les décimales de pi. Pourtant, quand on regarde les décimales de pi, on a l'impression que c'est aléatoire. Des mathématiciens se sont longtemps posé la question de savoir si oui ou non c'était aléatoire. Pourquoi ? Parce que ça a l'air complexe. Et pourquoi ça a l'air complexe ? Parce que pour produire les décimales de pi, il faut faire beaucoup de calculs. Et il y a une mesure qui s'occupe de ça, c'est la profondeur logique de Bennett, ça s'appelle. C'est défini comme le temps que met le plus court programme pour produire la suite à produire cette suite. Et donc vous avez des suites comme les décimales de pi qui ont une faible complexité algorithmique parce qu'il y a un programme court qui les produit, mais une grande profondeur logique parce qu'il faut beaucoup de temps pour les produire. Et tout à l'heure, quand je vous montrais le graphique là, qu'on a obtenu en étudiant les théories du complot, il y a certains points qui étaient éloignés de la droite, qui ne correspondaient pas bien. Peut-être parce qu'il y a certaines suites qui sont considérées comme complexes par les gens, alors qu'elles ne le sont pas au sens de la complexité algorithmique. Ce serait intéressant, je ne l'ai pas fait, mais ce serait intéressant de regarder si ça correspond à des suites qui ont une profondeur logique de Bennett particulièrement grande, parce que ça expliquerait certaines choses. Voilà, je ne l'ai pas fait notamment parce qu'on n'a pas encore, je crois, tu me le diras, on n'a pas encore la bonne estimation de la profondeur logique de Bennett qu'on voudrait. Voilà, je suis désolé de vous avoir pris tant de temps, voilà, et j'ai terminé avec ce que je voulais vous dire.